20 000 lieues sous les mers, Jules Verne. Première partie. Chapitre 7. Une baleine d'espèce inconnue. Bien que j'eusse été surpris par cette chute inattendue, je ne conservais pas moins une impression très nette de mes sensations. Je fus d'abord entraîné à une profondeur de 20 pieds environ. Je suis bon nageur, sans prétendre égaler Byron et Edgar Poe, qui sont des maîtres, et ce plongeon ne me fit point perdre la tête. 2 vigoureux coups de talon me ramenèrent à la surface de la mer. Mon premier soin fut de chercher des yeux la frégate. L'équipage s'était-il aperçu de ma disparition? L'Abraham Lincoln avait-il viré de bord? Le commandant Farragut mettait-il une embarcation à la mer? Devrais-je espérer d'être sauvé? Les ténèbres étaient profondes. J'entrevis une masse noire qui disparaissait vers l'est et dont les feux de position s'éteignirent dans l'éloignement. C'était la frégate. Je me sentis perdu. « À moi! À moi !» criai-je en nageant vers l'Abraham Lincoln d'un bras désespéré. Mes vêtements m'embarrassaient. L'eau les collait à mon corps. Il paralysait mes mouvements. Je coulais. Je suffoquais. À moi! Ce fut le dernier cri que je jetai. Ma bouche s'emplit d'eau. Je me débattis, entraîné dans l'abîme. Soudain, mes habits furent saisis par une main vigoureuse. Je me sentis violemment ramené à la surface de la mer et j'entendis, oui, j'entendis ces paroles prononcées à mon oreille. Si monsieur veut avoir l'extrême obligeance de s'appuyer sur mon épaule, monsieur nagera beaucoup plus à son aise. Je saisis d'une main le bras de mon fidèle Conseil. Toi! Moi-même, et aux ordres de monsieur. Et ce choc t'a précipité en même temps que moi à la mer? Nullement. Mais étant au service de monsieur, j'ai suivi monsieur. Et la frégate? La frégate. Je crois que monsieur fera bien de ne pas trop compter sur elle. Tu dis? Je dis qu'au moment où je me précipitais à la mer, j'entendis les hommes de bar s'écrier. L'hélice et le gouvernail sont brisés. Brisés? Oui, brisés par la dent du monstre. C'est la seule avarie, je pense, que l'Abraham Lincoln ait éprouvée. Mais circonstances fâcheuses pour nous, il ne gouverne plus. Alors, nous sommes perdus. Cependant, nous avons encore quelques heures devant nous, et en quelques heures, on fait bien des choses. L'imperturbable sang-froid de Conseil me remonta. Je nageai plus vigoureusement. Mais, gêné par mes vêtements qui me serraient comme une chape de plomb, j'éprouvais une extrême difficulté à me soutenir. Conseil s'en aperçut. Que monsieur me permette de lui faire une incision. Et glissant un couteau ouvert sous mes habits, il les fendit, de haut en bas d'un coup rapide. Puis il m'en débarrassa lestement, tandis que je nageais pour tous deux. À mon tour, je rendis le même service à Conseil, et nous continuâmes de naviguer l'un près de l'autre. Cependant, la situation n'en était pas moins terrible. Peut-être notre disparition n'avait-elle pas été remarquée, et l'eût-elle été, la frégate ne pouvait revenir sous le vent à nous, étant démontée de son gouvernail. Il ne fallait donc compter que sur ses embarcations. Conseil raisonna froidement dans cette hypothèse et fit son plan en conséquence. Étonnante nature, ce flegmatique garçon était là comme chez lui. Il fut donc décidé que notre seule chance de salut étant d'être recueillis par les embarcations de l'Abraham Lincoln, nous devions nous organiser de manière à les attendre le plus longtemps possible. Je résolus alors de diviser nos forces afin de ne pas les épuiser simultanément, et voici ce qui fut convenu. Pendant que l'un de nous, étendu sur le dos, se tiendrait immobile, les bras croisés, les jambes allongées, l'autre nagerait et le pousserait en avant. Ce rôle de remorqueur ne devait pas durer plus de 10 minutes, et nous relayant ainsi, nous pouvions surnager pendant quelques heures, et peut-être jusqu'au lever du jour. Faible chance, mais l'espoir est si fortement enraciné au cœur de l'homme. Puis, nous étions 2. Enfin, je l'affirme bien que cela paraisse improbable. Si je cherchais à détruire en moi toute illusion, si je voulais désespérer, je ne le pouvais pas. La collision de la frégate et du cétacé s'était produite vers 11 heures du soir environ. Je comptais donc sur 8 heures de nage jusqu'au lever du soleil. Opération rigoureusement praticable en nous relayant. La mer assez belle nous fatiguait peu. Parfois, je cherchais à percer du regard ces épaisses ténèbres que rompait seule la phosphorescence provoquée par nos mouvements.
Je regardais ces ondes lumineuses qui se brisaient sur ma main et dont la nappe miroitante se tachait de plaques livides. On eût dit que nous étions plongés dans un bain de mercure. Vers 1 heure du matin, je fus pris d'une extrême fatigue. Mes membres se raidirent sous l'étreinte de crampes violentes. Conseil dut me soutenir, et le soin de notre conversation reposa sur lui seul. J'entendis bientôt haleter le pauvre garçon. Sa respiration devint courte et pressée. Je compris qu'il ne pouvait résister longtemps. « Laisse-moi, laisse-moi !» Abandonné, monsieur, jamais. Je compte bien me noyer avant lui. La lune apparut à travers les franges d'un gros nuage que le vent entraînait dans l'est. La surface de la mer étincela sous ses rayons. Cette bienfaisante lumière ranima nos forces. Ma tête se redressa, mes regards se portèrent à tous les points de l'horizon. J'aperçus la frégate. Elle était à 5000 de nous et ne formait plus qu'une masse sombre, à peine appréciable. Mais d'embarcation, point. Je voulus crier. À quoi bon à pareille distance? Mes lèvres gonflées ne laissèrent passer aucun son. Conseil put articuler quelques mots et je l'entendis répéter à plusieurs reprises. « À nous! À nous !» Nos mouvements un instant suspendus, nous écoutâmes, et fut-ce un de ces bourdonnements dont le sang oppressé emplit l'oreille, mais il me sembla qu'un cri répondait au cri de Conseil. « As-tu entendu ?» ?»« Oui, oui. » Et Conseil jeta dans l'espace un nouvel appel désespéré. À nous! À nous! Cette fois, pas d'erreur possible. Une voix humaine répondait à la nôtre. Était-ce la voix de quelque infortuné, abandonné au milieu de l'océan? Quelque autre victime du choc éprouvé par le navire? Ou plutôt une embarcation de la frégate ne nous hélait-elle pas dans l'ombre? Conseil fit un suprême effort et, s'appuyant sur mon épaule, tandis que je résistais dans une dernière convulsion, il se dressa à demi hors de l'eau et retomba épuisé. Qu'as-tu vu? J'ai vu. Mais ne parlons pas. Gardons toutes nos forces. Qu'avait-il vu? Alors, je ne sais pourquoi, la pensée du monstre me vint pour la première fois à l'esprit. Mais cette voix, cependant... Les temps ne sont plus où les Jonas se réfugient dans le ventre des baleines. Pourtant, Conseil me remorquait encore. Il relevait parfois la tête, regardait devant lui et jetait un cri de reconnaissance auquel répondait une voix de plus en plus rapprochée. Je l'entendais à peine. Mes forces étaient à bout, mes doigts s'écartaient, ma main ne me fournissait plus un point d'appui, ma bouche, convulsivement ouverte, s'emplissait d'eau salée, le froid m'envahissait. Je relevai la tête une dernière fois, puis je m'abîmais. En cet instant, un corps dur me heurta. Je m'y cramponnais. Puis, je sentis qu'on me retirait, qu'on me ramenait à la surface de l'eau, que ma poitrine se dégonflait, et je m'évanouis. Il est certain que je revins promptement à moi, grâce à de vigoureuses frictions qui me sillonnèrent le corps. J'entr'ouvris les yeux. Conseil. Monsieur m'a sonné. En ce moment, aux dernières clartés de la lune qui s'abaissait vers l'horizon, j'aperçus une figure qui n'était pas celle de Conseil et que je reconnus aussitôt. Ned, En personne, monsieur, et qui court après sa prime. vous avez été précipité à la mer au choc de la frégate? Oui, monsieur le professeur, mais plus favorisé que vous, j'ai pu prendre pied presque immédiatement sur un îlot flottant. Un îlot? Ou, pour mieux dire, sur notre narval gigantesque. Expliquez-vous, Ned. Seulement, j'ai bientôt compris pourquoi mon harpon n'avait pu l'entamer et s'était émoussé sur sa peau. Pourquoi, Ned? Pourquoi? C'est que cette bête-là, monsieur le professeur, est faite en tôle d'acier. Il faut que je reprenne mes esprits, que je revivifie mes souvenirs, que je contrôle moi-même mes assertions. Les dernières paroles du Canadien avaient produit un revirement subit dans mon cerveau. Je me hissai rapidement au sommet de l'être ou de l'objet à demi immergé qui nous servait de refuge. Je l'éprouvai du pied.
C'était évidemment un corps dur, impénétrable, et non pas cette substance molle qui forme la masse des grands mammifères marins. Mais ce corps dur pouvait être une carapace osseuse, semblable à celle des animaux antédiluviens, et je serais quitte pour classer le monstre parmi les reptiles amphibies, tels que les tortues ou les alligators. Eh bien, non. Le dos noirâtre qui me supportait était lisse, poli, non imbriqué. Il rendait au choc une sonorité métallique, et, si incroyable que cela fût, il semblait que, dis-je, il était fait de plaques boulonnées. Le doute n'était pas possible. L'animal, le monstre, le phénomène naturel qui avait intrigué le monde savant tout entier, bouleversé et fourvoyé l'imagination des marins des deux hémisphères, il fallait bien le reconnaître, c'était un phénomène plus étonnant encore, un phénomène de main d'homme. La découverte de l'existence de l'être le plus fabuleux, le plus mythologique, n'eût pas au même degré surpris ma raison. Que ce qui est prodigieux vienne du Créateur, c'est tout simple. Mais trouver tout à coup, sous ses yeux, l'impossible mystérieusement et humainement réalisé, c'était à confondre l'esprit. Il n'y avait pas à hésiter cependant. Nous étions étendus sur le dos d'une sorte de bateau sous-marin qui présentait, autant que j'en pouvais juger, la forme d'un immense poisson d'acier. L'opinion de Ned Land était faite sur ce point. Conseil et moi, nous ne pûmes que nous y ranger. Mais alors, cet appareil renferme en lui un mécanisme de locomotion et un équipage pour le manœuvrer. Évidemment. Et néanmoins, depuis 3 heures que j'habite cette île flottante, elle n'a pas donné signe de vie. Ce bateau n'a pas marché? Non, monsieur Aronnax. Il se laisse bercer, au gré des lames, mais il ne bouge pas. Nous savons, à n'en pas douter, cependant, qu'il est doué d'une grande vitesse. Or, comme il faut une machine pour produire cette vitesse et un mécanicien pour conduire cette machine, j'en conclus que nous sommes sauvés. En ce moment, et comme pour donner raison à mon argumentation, un bouillonnement se fit à l'arrière de cet étrange appareil, dont le propulseur était évidemment une hélice, et il se mit en mouvement. Nous n'eûmes que le temps de nous accrocher à sa partie supérieure qui émergeait de 80 cm environ. Très heureusement, sa vitesse n'était pas excessive. Tant qu'il navigue horizontalement, je n'ai rien à dire. Mais s'il lui prend la fantaisie de plonger, je ne donnerai pas $2 de ma peau. Moins encore, aurait pu dire le Canadien. Il devenait donc urgent de communiquer avec les êtres quelconques renfermés dans les flancs de cette machine. J'ai cherché à sa surface une ouverture, un panneau, un trou d'homme, pour employer l'expression technique. Mais les lignes de boulons, solidement rabattues sur la jointure des tôles, étaient nettes et uniformes. D'ailleurs, la lune disparut alors et nous laissa dans une obscurité profonde. Il fallut attendre le jour pour aviser au moyen de pénétrer à l'intérieur de ce bateau sous-marin. Vers 4 heures du matin, la rapidité de l'appareil s'accrut. Nous résistions difficilement à ce vertigineux entraînement lorsque les lames nous battaient de plein fouet. Heureusement, Ned rencontra sous sa main un large organo fixé à sa partie supérieure du dos de tôle et nous parvînmes à nous y accrocher solidement. Enfin, cette longue nuit s'écoula. Mon souvenir incomplet ne permet pas d'en retracer toutes les impressions. Un seul détail me revient à l'esprit. Pendant certaines accalmies de la mer et du vent, je crus entendre plusieurs fois des sons vagues, une sorte d'harmonie fugitive produite par des accords lointains. Quel était donc le mystère de cette navigation sous-marine dont le monde entier cherchait vainement l'explication? Quels êtres vivaient dans cet étrange bateau? Quel agent mécanique lui permettait de se déplacer avec une si prodigieuse vitesse? Le jour parut. Les brumes du matin nous enveloppaient, mais elles ne tardèrent pas à se déchirer. J'allais procéder à un examen attentif de la coque qui formait à sa partie supérieure une sorte de plateforme horizontale quand je la sentis s'enfoncer peu à peu. Hé, mille diables! Ouvrez donc, navigateur peu hospitalier. Mais il était difficile de se faire entendre au milieu des battements assourdissants de l'hélice. Heureusement, le mouvement d'immersion s'arrêta. Soudain, un bruit de ferrure violemment poussée se produisit à l'intérieur du bateau. Une plaque se souleva, un homme parut,
jeta un cri bizarre et disparut aussitôt. Quelques instants après, 8 solides gaillards, le visage voilé, apparaissaient silencieusement et nous entraînaient dans leur formidable machine. Chapitre 8. Mobilis in mobile. À peine les 3 panneaux furent-ils refermés sur moi qu'une obscurité profonde m'enveloppa. Mes yeux, imprégnés de la lumière extérieure, ne purent rien percevoir. Je sentais mes pieds nus se cramponner aux échelons d'une échelle de fer. Ned Land et Conseil, vigoureusement saisis, me suivaient. Au bas de l'échelle, une porte s'ouvrit et se referma immédiatement sur nous avec un retentissement sonore. Nous étions seuls. Où ? Je ne pouvais le dire, à peine l'imaginer. Tout était noir, mais d'un noir si absolu qu'après quelques minutes, mes yeux n'avaient encore pu saisir une de ces lueurs indéterminées qui flottent dans les plus profondes nuits. Cependant, Ned Land, furieux de ses façons de procéder, donnait un libre cours à son indignation. Mille diables! Voilà des gens qui en remonteraient aux Calédoniens pour l'hospitalité. Il n'en manque plus que d'être anthropophage. Je n'en serais pas surpris. Mais je déclare que l'on ne me mangera pas sans que je proteste. Calmez-vous, ami Ned, calmez-vous. Ne vous emportez pas avant l'heure. Nous ne sommes pas encore dans la rôtissoire. Dans la rôtissoire, non, mais dans le four à coup sûr. Il y fait assez noir. Heureusement, mon Bowie Knife ne m'a pas quitté, et j'y vois toujours assez clair pour m'en servir. Le premier de ces bandits qui met la main sur moi... Ne vous irritez pas, Ned, et ne nous compromettez point par d'inutiles violences. Qui sait si on ne nous écoute pas ? Tâchons plutôt de savoir où nous sommes. Je marchais en tâtonnant. Après 5 pas, je rencontrai une muraille de fer, faite de tôle boulonnée. Puis, me retournant, je heurtai une table de bois, près de laquelle étaient rangés plusieurs escabeaux. Le plancher de cette prison se dissimulait sous une épaisse natte de phornium qui assourdissait le bruit des pas. Les murs nus ne révélaient aucune trace de porte ni de fenêtre. Conseil, faisant un tour en sens inverse, me rejoignit et nous revînmes au milieu de cette cabine qui devait avoir 20 pieds de long sur 10 pieds de large. Quant à sa hauteur, Ned Land, malgré sa grande taille, ne put la mesurer. Une demi-heure s'était déjà écoulée sans que la situation se fût modifiée, quand, d'une extrême obscurité, nos yeux passèrent subitement à la plus violente lumière. Notre prison s'éclaira soudain, c'est-à-dire qu'elle s'emplit d'une matière lumineuse tellement vive que je ne pus d'abord en supporter l'éclat. À sa blancheur, à son intensité, je reconnus cet éclairage électrique qui produisait autour du bateau sous-marin comme un magnifique phénomène de phosphorescence. Après avoir involontairement fermé les yeux, je les rouvris et je vis que l'agent lumineux s'échappait d'un demi-globe dépoli qui s'arrondissait à la partie supérieure de la cabine. Elle ne contenait que la table et les 5 escabeaux. La porte invisible devait être hermétiquement fermée. Qu'un bruit n'arrivait à notre oreille. Tout semblait mort à l'intérieur de ce bateau. Marchait-il? Se maintenait-il à la surface de l'océan? S'enfonçait-il dans les profondeurs? Je ne pouvais le deviner. Cependant, le globe lumineux ne s'était pas allumé sans raison. J'espérais donc que les hommes de l'équipage ne tarderaient pas à se montrer. Quand on veut oublier les gens, on n'éclaire pas les oubliettes. Je ne me trompais pas. Un bruit de verrou se fit entendre, la porte s'ouvrit, 2 hommes parurent. Les 2 inconnus, coiffés de bérets faits d'une fourrure de loutre marine et chaussés de bottes de mer en peau de phoque, portaient des vêtements d'un tissu particulier qui dégageait la taille et laissait une grande liberté de mouvement. Le plus grand des 2, évidemment le chef du bord, nous examina avec une extrême attention sans prononcer une parole. Puis, se retournant vers son compagnon, il s'entretint avec lui dans une langue que je ne pus reconnaître. C'était un idiome sonore, harmonieux, flexible, dont les voyelles semblaient soumises à une accentuation très variée. L'autre répondit par un hochement de tête et ajouta 2 ou 3 mots parfaitement incompréhensibles. Puis, du regard, il parut m'interroger directement. Je répondis en bon français que je n'entendais point ce langage. Mais il ne sembla pas me comprendre.
Et la situation devint assez embarrassante. Que monsieur raconte toujours notre histoire. Ces messieurs en saisiront peut-être quelques mots. Je recommençai le récit de nos aventures, articulant nettement toutes mes syllabes et sans omettre un seul détail. Je déclinai nos noms et qualités, puis je présentai dans les formes le professeur Aronnax, son domestique Conseil, et maître Ned Land, le harponneur. L'homme aux yeux doux et calmes m'écouta tranquillement, poliment même, et avec une attention remarquable, mais rien dans sa physionomie n'indiqua qu'il eût compris mon histoire. Quand j'eus fini, il ne prononça pas un seul mot. Restait encore la ressource de parler anglais. Peut-être se ferait-on entendre dans cette langue qui est à peu près universelle. Je la connaissais, ainsi que la langue allemande, d'une manière suffisante pour la lire couramment, mais non pour la parler correctement. Or, ici, il fallait surtout se faire comprendre. Allons, à votre tour, à vous, maître Land, tirez de votre sac le meilleur anglais qu'ait jamais parlé un anglo-saxon et tâchez d'être plus heureux que moi. Ned ne se fit pas prier et recommença mon récit que je compris à peu près. Le fond fut le même, mais la forme différa. Le Canadien, emporté par son caractère, y vit beaucoup d'animation. Il se plaignit violemment d'être emprisonné au mépris du droit des gens, demanda en vertu de quelle loi on le retenait ainsi, invoqua l'habeas corpus, menaça de poursuivre ceux qui le séquestraient indûment, se démena, gesticula, cria, et finalement, il fit comprendre par un geste expressif que nous mourrions de faim. Ce qui était parfaitement vrai, mais nous l'avions à peu près oublié. À sa grande stupéfaction, le harponneur ne parut pas avoir été plus intelligible que moi. Nos visiteurs ne sourcillèrent pas. Il était évident qu'ils ne comprenaient ni la langue d'Arago ni celle de Faraday. Fort embarrassé, après avoir épuisé vainement nos ressources philologiques, je ne savais plus quel parti prendre. Quand Conseil me dit... Si monsieur m'y autorise, je raconterai la chose en allemand. Comment? Tu sais l'allemand? Comme un flamand. N'en déplaise à monsieur. Cela me plaît, au contraire. Va, mon garçon. Et Conseil, de sa voix tranquille, raconta pour la 3e fois les diverses péripéties de notre histoire. Mais, malgré les élégantes tournures et la belle accentuation du narrateur, la langue allemande n'eut aucun succès. Enfin, poussé à bout, je rassemblai tout ce qui me restait de mes premières études et j'entrepris de narrer nos aventures en latin. Cicéron se fut bouché les oreilles et m'eut renvoyé à la cuisine, mais cependant, je parvins à m'en tirer. Même résultat négatif. Cette dernière tentative définitivement avortée, les deux inconnus échangèrent quelques mots dans leur incompréhensible langage et se retirèrent sans même nous avoir adressé un de ces gestes rassurants qui ont cours dans tous les pays du monde. La porte se referma. Mais c'est une infamie. Comment on leur parle français, anglais, allemand, latin à ces coquins-là? Et il n'en est pas un qui ait la civilité de répondre. Calmez-vous, Ned, la colère ne mènerait à rien. Mais savez-vous, monsieur le professeur, que l'on mourrait parfaitement de faim dans cette cage de fer? Avec de la philosophie, on peut encore tenir longtemps. Mes amis, il ne faut pas se désespérer. Nous nous sommes trouvés dans de plus mauvaises passes. Faites-moi donc le plaisir d'attendre pour vous former une opinion sur le commandant et l'équipage de ce bateau. Mon opinion est toute faite. Ce sont des coquins. Bon, et de quel pays? Du pays des coquins. Mon brave Ned, ce pays-là n'est pas encore suffisamment indiqué sur la map monde, et j'avoue que la nationalité de ces deux inconnus est difficile à déterminer. Ni anglais, ni français, ni allemand. Voilà tout ce que l'on peut affirmer. Cependant, je serais tenté d'admettre que ce commandant et son second sont nés sous de basses latitudes. Il y a du méridional en eux. Mais sont-ils espagnols, turcs, arabes ou indiens? C'est ce que leur type physique ne me permet pas de décider. Quant à leur langage, il est absolument incompréhensible. Voilà le désagrément de ne pas savoir toutes les langues, ou le désavantage de ne pas avoir une langue unique. Ce qui ne servirait à rien. Ne voyez-vous pas que ces gens-là ont un langage à eux? Un langage inventé pour désespérer les braves gens qui demandent à dîner. Mais, dans tous les pays de la Terre, ouvrir la bouche, remuer les mâchoires, appeler les dents et des lèvres, est-ce que cela ne se comprend pas de reste? Est-ce que cela ne veut pas dire à Québec, comme au Pomotou, à Paris comme aux Antipodes, j'ai faim, donnez-moi à manger?
Il y a des natures si inintelligentes. Comme il disait ces mots, la porte s'ouvrit. Un steward entra. Il nous apportait des vêtements, vestes et culottes de mer, faites d'une étoffe dont je ne reconnus pas la nature. Je me hâtai de les revêtir et mes compagnons m'imitèrent. Pendant ce temps, le steward, muet, sourd peut-être, avait disposé la table et placé 3 couverts. Voilà quelque chose de sérieux, et cela s'annonce bien. Bah, que diable voulez-vous qu'on mange ici? Du foie de tortue? Du filet de requin? Du beefsteak de chien de mer? Nous verrons bien. Les plats, recouverts de leurs cloches d'argent, furent symétriquement posés sur la nappe et nous prîmes place à table. Décidément, nous avions affaire à des gens civilisés et sans la lumière électrique qui nous inondait, je me serais cru dans la salle à manger de l'hôtel Adelphi à Liverpool ou du Grand Hôtel à Paris. Je dois dire toutefois que le pain et le vin manquaient totalement. L'eau était fraîche et limpide, mais c'était de l'eau, ce qui ne fut pas du goût de Ned Land. Parmi les mets qui nous furent servis, je reconnus divers poissons délicatement apprêtés. Mais sur certains plats, excellents d'ailleurs, je ne pus me prononcer. Je n'aurais même su dire à quel règne végétal ou animal leur contenu appartenait. Quant au service de table, il était élégant et d'un goût parfait. Chaque ustensile, cuillère, fourchette, couteau, assiette, portait une lettre entourée d'une devise en exergue et dont voici le fac-similé exact. Mobile dans l'élément mobile. Cette devise s'appliquait justement à cet appareil sous-marin, à la condition de traduire la préposition in par dans et non par su. La lettre N formait sans doute l'initiale du nom de l'énigmatique personnage qui commandait au fond des mers. Ned et Conseil ne faisaient pas tant de réflexion, ils dévoraient. Et je ne tardais pas à les imiter, j'étais d'ailleurs rassuré sur notre sort, et il me paraissait évident que nos hôtes ne voulaient pas nous laisser mourir d'inanition. Cependant, tout finit ici-bas, tout passe, même la faim de gens qui n'ont pas mangé depuis 15 heures. Notre appétit satisfait, le besoin de sommeil se fit impérieusement sentir, réaction bien naturelle, après l'interminable nuit pendant laquelle nous avions lutté contre la mort. Ma foi, je dormirai bien. Et moi, je dors. Mes 2 compagnons s'étendirent sur le tapis de la cabine et furent bientôt plongés dans un profond sommeil. Pour mon compte, je cédai moins facilement à ce violent besoin de dormir. Trop de pensées s'accumulaient dans mon esprit, trop de questions insolubles s'y pressaient, trop d'images tenaient mes paupières entr'ouvertes. Où étions-nous? Quelle étrange puissance nous emportait? Je sentais, ou plutôt je croyais sentir, l'appareil s'enfoncer vers les couches les plus reculées de la mer. De violents cauchemars m'obsédaient. J'entrevoyais dans ces mystérieux asiles tout un monde d'animaux inconnus, dont ce bateau sous-marin semblait être le congénère, vivant, se mouvant, formidable comme eux. Puis mon cerveau se calma, mon imagination se fondit en une vague somnolence, et je tombai bientôt dans un morne sommeil. Chapitre 9. Les colères de Ned Land. Quelle fut la durée de ce sommeil? Je l'ignore, mais il dut être long, car il nous reposa complètement de nos fatigues. Je me réveillai le premier. Mes compagnons n'avaient pas encore bougé et demeuraient étendus dans leur coin comme des masses inertes. À peine relevé de cette couche passablement dure, je sentis mon cerveau dégagé, mon esprit net. Je recommençai alors un examen attentif de notre cellule. Rien n'était changé à ses dispositions intérieures. La prison était restée prison et les prisonniers prisonniers. Cependant, le steward, profitant de notre sommeil, avait desservi la table. Rien n'indiquait donc une modification prochaine dans cette situation, et je me demandais sérieusement si nous étions destinés à vivre indéfiniment dans cette cage. Cette perspective me sembla d'autant plus pénible que, si mon cerveau était libre de ses obsessions de la veille, je me sentais la poitrine singulièrement oppressée. Ma respiration se faisait difficilement. L'air lourd ne suffisait plus au jeu de mes poumons. Bien que la cellule fût vaste,
il était évident que nous avions consommé en grande partie l'oxygène qu'elle contenait. En effet, chaque homme dépense en 1 heure l'oxygène renfermé dans 100 litres d'air et cet air, chargé alors d'une quantité presque égale d'acide carbonique, devient irrespirable. Il était donc urgent de renouveler l'atmosphère de notre prison et sans doute aussi l'atmosphère du bateau sous-marin. Là se posait une question à mon esprit. Comment procédait le commandant de cette demeure flottante? Obtenait-il de l'air par des moyens chimiques, en dégageant par la chaleur l'oxygène contenu dans du chlorate de potasse et en absorbant l'acide carbonique par la potasse caustique? Dans ce cas, il devait avoir conservé quelques relations avec les continents afin de se procurer les matières nécessaires à cette opération. Se bornait-il seulement à emmagasiner l'air sous de hautes pressions dans des réservoirs, puis à le répandre suivant les besoins de son équipage? Peut-être. Ou, procédé plus commode, plus économique et par conséquent plus probable, se contentait-il de revenir respirer à la surface des eaux comme un cétacé et de renouveler pour 24 heures sa provision d'atmosphère? Quoi qu'il en soit, et quelle que fût la méthode, il me paraissait prudent de l'employer sans retard. En effet, j'étais déjà réduit à multiplier mes inspirations pour extraire de cette cellule le peu d'oxygène qu'elle renfermait, quand, soudain, je fus rafraîchi par un courant d'air pur et tout parfumé d'émanations salines. C'était bien la brise de mer, vivifiante et chargée d'iode. J'ouvris largement la bouche et mes poumons se saturèrent de fraîches molécules. En même temps, je sentis un balancement, un roulis de médiocre amplitude, mais parfaitement déterminable. Le bateau, le monstre de tôle, venait évidemment de remonter à la surface de l'océan pour y respirer à la façon des baleines. Le mode de ventilation du navire était donc parfaitement reconnu. Lorsque j'eus absorbé cet air pur à pleine poitrine, je cherchais le conduit, l'aérifère, si l'on veut, qui laissait arriver jusqu'à nous ce bienfaisant effluve, et je ne tardais pas à le trouver. Au-dessus de la porte s'ouvrait un trou d'aérage, laissant passer une fraîche colonne d'air qui renouvelait ainsi l'atmosphère appauvrie de la cellule. J'en étais là de mes observations quand Ned et Conseil s'éveillèrent presque en même temps sous l'influence de cette aération revivifiante. Ils se frottèrent les yeux, se détirèrent les bras et furent sur pied en un instant. Monsieur a bien dormi? Fort bien, mon brave garçon. Et vous, maître Ned Land? Profondément, monsieur le professeur. Mais je ne sais si je me trompe, il me semble que je respire comme une brise de mer. Un marin ne pouvait s'y méprendre, et je racontais au Canadien ce qui s'était passé pendant son sommeil. Cela explique parfaitement ces mugissements que nous entendions lorsque le prétendu narval se trouvait en vue de l'Abraham Lincoln. Parfaitement, maître Land, c'était sa respiration. Seulement, monsieur Aronnax, je n'ai aucune idée de l'heure qu'il est, à moins que ce ne soit l'heure du dîner. L'heure du dîner, mon digne harponneur, dites au moins l'heure du déjeuner, car nous sommes certainement au lendemain d'hier. Ce qui démontre que nous avons pris 24 heures de sommeil. C'est mon avis. Je ne vous contredis point. Mais dîner ou déjeuner, le steward sera le bienvenu qu'il apporte l'un ou l'autre. L'un et l'autre. Juste, nous avons droit à 2 repas. Et pour mon compte, je ferai honneur à tous les 2. Eh bien, Ned, attendons. Il est évident que ces inconnus n'ont pas l'intention de nous laisser mourir de faim, car, dans ce cas, le dîner d'hier soir n'aurait aucun sens. À moins qu'on ne nous engraisse. Nous ne sommes point tombés entre les mains de cannibales. Une fois n'est pas coutume. Qui sait si ces gens-là ne sont pas privés depuis longtemps de chair fraîche? Et dans ce cas, 3 particuliers, sains et bien constitués comme monsieur le professeur son domestique et moi... Chassez ces idées, maître Land, et surtout, ne partez pas de là pour vous emporter contre nos hôtes, ce qui ne pourrait qu'aggraver la situation. En tout cas, j'ai une faim de tous les diables. Et dîner ou déjeuner, le repas n'arrive guère. Maître Land, il faut se conformer au règlement du bord, et je suppose que notre estomac avance sur la cloche du maître coq. Eh bien, on le mettra à l'heure. Je vous reconnais là, ami Conseil.
Vous usez peu votre bile et vos nerfs. Toujours calme. Vous seriez capable de dire vos grâces avant votre bénédicité et de mourir de faim plutôt que de vous plaindre. À quoi cela servirait-il? Mais cela servirait à se plaindre. C'est déjà quelque chose. Et si ces pirates, je dis pirates par respect pour ne pas contrarier monsieur le professeur qui défend de les appeler cannibales, si ces pirates se figurent qu'ils veulent me garder dans cette cage où j'étouffe sans apprendre de quel juron j'assaisonne mes emportements, ils se trompent. Voyons, monsieur Aronnax, parlez franchement, croyez-vous qu'ils nous tiennent longtemps dans cette boîte de fer? À dire vrai, je n'en sais pas plus long que vous, ami Land. Mais enfin, que supposez-vous? Je suppose que le hasard nous a rendus maîtres d'un secret important. Or, l'équipage de ce bateau sous-marin a intérêt à le garder. Et si cet intérêt est plus grave que la vie de 3 hommes, je crois notre existence très compromise. Dans le cas contraire, à la première occasion, le monstre qui nous a engloutis nous rendra au monde habité par nos semblables. À moins qu'il ne nous enrôle parmi son équipage et qu'il nous garde ainsi. Jusqu'au moment où quelque frégate, plus rapide ou plus adroite que l'Abraham Lincoln, s'emparera de ce nid de forbans et enverra son équipage et nous respirer une dernière fois au bout de sa grande vergue. Bien raisonné, maître Land. Mais on ne nous a pas encore fait que je sache de propositions à cet égard. Inutile donc de discuter le parti que nous devrons prendre, le cas échéant. Je vous le répète, attendons. Prenons conseil des circonstances. Et ne faisons rien, puisqu'il n'y a rien à faire. Au contraire, monsieur le professeur, il faut faire quelque chose. Et quoi donc, maître Land? Nous sauver. Se sauver d'une prison terrestre est souvent difficile, mais d'une prison sous-marine, cela me paraît absolument impraticable. Allons, ami Ned. Que répondez-vous à l'objection de monsieur? Je ne puis croire qu'un Américain soit jamais à bout de ressources. Le harponneur, visiblement embarrassé, se taisait. Une fuite, dans les conditions où le hasard nous avait jetés, était absolument impossible. Mais un Canadien est à demi français, et maître Ned Land le fit bien voir par sa réponse. Ainsi, monsieur Aronnax, vous ne devinez pas ce que doivent faire des gens qui ne peuvent s'échapper de leur prison? Non, mon ami. C'est bien simple. Il faut qu'ils s'arrangent de manière à y rester. Parbleu, vaut encore mieux être dedans que dessus. Quoi, Ned? Vous songeriez sérieusement à vous emparer de ce bâtiment? Très sérieusement. C'est impossible. Pourquoi donc, monsieur? Il peut se présenter quelque chance favorable, et je ne vois pas ce qui pourrait nous empêcher d'en profiter. S'ils ne sont qu'une vingtaine d'hommes à bord de cette machine, ils ne feront pas reculer 2 Français et un Canadien, je suppose. Mieux valait admettre la proposition du harponneur que de la discuter. Aussi me contentai-je de répondre: Laissons venir les circonstances, maître Land, et nous verrons. Mais jusque-là, je vous en prie, contenez votre impatience. On ne peut agir que par ruse, et ce n'est pas en vous emportant que vous ferez naître des chances favorables. Promettez-moi donc que vous accepterez la situation sans trop de colère. Je vous le promets, monsieur le professeur. Pas un mot violent ne sortira de ma bouche. Pas un geste brutal ne me trahira. Quand bien même le service de la table ne se ferait pas avec toute la régularité désirable. J'ai votre parole, Ned. Puis, la conversation fut suspendue et chacun de nous se mit à réfléchir à part soi. En ce moment, un bruit se fit entendre extérieurement. Des pas résonnèrent sur la dalle de métal, les serrures furent fouillées, la porte s'ouvrit, le steward parut. Avant que j'eusse fait un mouvement pour l'en empêcher, le Canadien s'était précipité sur ce malheureux. Il l'avait renversé, il le tenait à la gorge. Le steward étouffait sous sa main puissante. Conseil cherchait déjà à retirer des mains du harponneur sa victime à demi suffoquée, et j'allais joindre mes efforts aux siens quand subitement je fus cloué à ma place par ces mots prononcés en français. « Calmez-vous, maître Land. Et vous, monsieur le professeur. Veuillez m'écouter.